Ça, c'est mes cheveux à J+5. Et si tu te demandes comment j'ai fait pour garder ma routine quasiment intacte pendant 5 jours, absolument sans retouche, n'hésite pas à consulter ce post sur mon compte Instagram où je te montre toutes les méthodes en vidéo et c'est adapté notamment aux cheveux ondulés bouclés avec une porosité faible. Aujourd'hui, on va parler de la K-beauty et de ses dramas. Donc la K-beauty, c'est la beauté tout simplement coréenne, c'est l'abréviation et c'est actuellement d'ailleurs très tendance pour plusieurs raisons. La première raison, c'est notamment pour l'innovation. Les produits de beauté coréens sont souvent en fait à la pointe de l'innovation avec des formules uniques et des ingrédients à plus souvent à tendance naturelle. Les marques coréennes investissent en effet beaucoup dans la recherche et le développement pour offrir des produits efficaces et innovants. Une deuxième raison qui est l'accessibilité et le prix. En général, la K-beauty, c'est plutôt des prix justement qui sont assez abordables, en tout cas par rapport à des produits de beauté haut de gamme. Cette accessibilité financière permet justement à la K-beauty d'être découvert par un très grand nombre de personnes avec des moyens plus restreints. Et ce qui est extrêmement intéressant, et une des troisièmes raisons du succès de la K-beauty, c'est qu'il y a des routines de soins qui sont complètes, c'est-à-dire que c'est des routines en général en 10 étapes qui sont très élaborées et qui sont conçues pour globalement améliorer la qualité de la peau de manière générale, pour entre autres, obtenir l'effet glass skin dont on avait parlé dans la vidéo sur Yepoda. La quatrième raison, c'est la pop culture coréenne. En effet, il y a une popularité croissante, entre autres, de la culture coréenne, entre autres grâce à la musique K-pop. Les dramas coréens, les séries coréennes et les personnes qui sont intéressées par cette culture vont tout simplement emprunter les standards de beauté coréens et vont être vraiment attirés par les produits de K-beauty. Cinquième élément qui nous permet de comprendre le phénomène de K-beauty, c'est entre autres la présence sur les réseaux sociaux. Alors oui, tu vas me dire, Gabi, ça s'est démocratisé depuis longtemps la présence sur les réseaux sociaux, mais là c'est quand même un petit peu plus particulier et notamment on va le voir dans la partie drama parce que là il y a vraiment des choses à dire. Globalement, les influenceurs beauté, énormément de personnes déjà justement dans la skincare coréenne, comme on va le voir tout à l'heure, mais surtout ça commence à arriver de plus en plus en France et ça tout simplement par un phénomène de découverte et de prescripteurs puisque on a une barrière de la langue et forcément on a besoin de prescripteurs pour comprendre la marque, pour comprendre les produits et ainsi pouvoir se les procurer. Et ce qui est intéressant, entre autres avec la K-beauty et ce qui fait le lien avec ma chaîne justement sur les produits naturels, c'est que la K-beauty, elle met énormément en avant les ingrédients naturels et très traditionnels, comme le thé vert, le ginseng, la bave d'escargot, qui d'ailleurs séduisent les consommateurs qui sont à la recherche de produits beaucoup moins chimique entre guillemets et beaucoup plus naturel. Et le dernier aspect qui permet de se dire que la K-beauty est extrêmement intéressante, c'est entre autres les packaging qui sont jugés très attractifs par une majorité de la population. Tous ces facteurs combinés ont permis justement à la K-beauty de s'exporter mondialement. Mais justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce que l'engouement pour la K-beauty provient d'un marketing qui est juste ultra bien ficelé ou est-ce qu'il y a une réelle efficacité derrière les produits. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une analyse approfondie du mouvement K-beauty. Je suis la petite Gabi et je décrypte les ingrédients de tes cosmétiques depuis 2016, mais aussi le marketing des marques et ça sans langue de bois. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le succès entre autres de la K-beauty, c'est à la fois une synergie culturelle mais aussi industrielle. Est-ce que tu savais que la Corée du Sud est le 4e exportateur mondial en 2022 de cosmétiques, avec des exportations qui s'élèvent à pas moins de 7,5 milliards de dollars, ce qui a doublé depuis 2016. Je sais pas si tu te rends compte du chiffre d'affaires exponentiel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la K-beauty, en termes d'innovation et de production à grande échelle, il y a 2 grands groupes qui la dirigent, à savoir LG Household and Healthcare et Amore Pacific, qui dominent vraiment tout le marché local. Et il y a également un marché, effectivement, de marques blanches en Corée, notamment avec certains fournisseurs comme Cosmax, Colmar Korea, qui joue justement un rôle crucial pour développer justement des formules blanches, donc des formules qui sont, on va dire, globalement communes à beaucoup de marques, mais que tu peux légèrement personnaliser moyennement un certain financement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le nombre de marques de cosmétiques a explosé à moins de près de 9000 marques en moins de 10 ans. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de partenariat avec la France? Je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que la France est entre autres une importatrice très importante, puisqu'apparemment, il y aurait 30% des importations qui concernent la cosmétique en 2022. Donc, on voit bien que le marché de la K-beauty a vraiment
explosé ces dernières années et ça, on le voit d'ailleurs de plus en plus avec nos influenceurs préférés, avec entre autres Gaël Garcia Diaz, Romy, Missy Jim, Cynthia Dulude, Secret de Peau, Jill et consorts. Cependant, la K-Beauty n'est pas dénuée de drama. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y avait une marque qui commençait à faire le buzz, notamment aux États-Unis, la marque Purito. Elle était beaucoup promue par les créatrices de contenu de skincare très spécialisées pour le coup, et il y a eu une réelle descente aux enfers pour la marque. Je sais pas si tu te souviens. Il se trouve que la marque, entre autres, vendait une crème solaire SPF 50. Et suite à de nombreuses plaintes de coups de soleil, etc., il y a 2 laboratoires totalement indépendants qui ont décidé justement de tester le SPF de cette crème teintée Purito. Et coup d'éclat, il se trouve que le SPF annoncé sur le tube n'était absolument pas le même, en sachant que les 2 laboratoires étaient dans 2 pays distincts et étaient totalement autonomes. Et le SPF qui était réellement constaté n'était qu'un SPF de 19. Cela a généré un bad buzz absolument monumental qui a créé énormément de vues. Et d'ailleurs, tous les influenceurs skincare spécialisés ont repris cette news pour justement avertir leurs abonnés, leur communauté, de ne surtout pas acheter cette crème solaire, surtout pour la porter, entre autres, à la plage ou lors d'expositions prolongées. Et j'ai récemment découvert le contenu d'une créatrice coréenne qui s'appelle et son constat est exactement le même que le mien dans la vidéo que j'ai faite sur Yepoda. En tout cas, si tu es intéressé par la K-Beauty, je t'invite vivement à aller voir son contenu. Je te mets le lien dans la description. Mais ce qu'elle explique, en gros, dans plusieurs de ses vidéos, c'est que elle a travaillé, si tu veux, à l'équivalent du Sephora en Corée. Et ce qui est fou, c'est que en fait, les étrangers, les touristes qui venaient justement acheter de la beauté coréenne, venaient pour acheter des marques qui étaient toutes inconnu au bataillon des vrais Coréens. Entre autres, la marque Beauty of Joseon. Selon elle, c'est une marque qui n'est absolument pas utilisée par la majorité des Coréens et qui a effectivement exactement la même stratégie que Yepoda, c'est-à-dire que c'est une marque de skincare d'origine coréenne qui cible uniquement des clients étrangers. Et d'ailleurs, elle nous mentionne également un autre scandale concernant une autre crème solaire, encore une fois, de la crème donc Round Lab, qui est celle-ci, qui est encore une fois une crème solaire ultra appréciée des Européens, mais absolument pas des Coréens, qui a eu exactement le même bad buzz que la crème solaire Purito, c'est-à-dire que le SPF annoncé n'était pas le bon. Là, encore une fois, le SPF annoncé était un SPF de 50, or il n'est en réalité qu'un SPF de 30. Alors, il n'y a que 2% de différence de protection entre le SPF 30 et le SPF 50, mais cela dit, c'est pas le bon SPF qui est annoncé. Et pour elle, le constat est simple. Ces marques en fait qui ciblent une clientèle uniquement étrangère est une marque en fait de qualité médiocre qui surfe sur la hype des produits coréens et qui en plus vendent ces produits à des prix bien trop excessifs concernant leur rapport qualité-prix. Mais les dramas coréens ne s'arrêtent pas là. Cette même créatrice nous a fait une synthèse d'un drama beaucoup plus grave à mon sens. C'est-à-dire que une lotion de la marque Anua 77%, soi-disant numéro 1 des ventes en Corée, se retrouve en fait dans la tourmente parce que en réalité, cette marque a été épinglée parce qu'elle a été marketée par des pseudo-influenceurs qui sont en réalité des acteurs payés par la marque pour créer du contenu, ce qu'on appelle UGC, donc User Generated Content, justement pour promouvoir de façon totalement, on va dire, naturelle, non rémunérée, la fameuse lotion. Donc, pour créer une hype autour de cette lotion, ils ont tout simplement payé des gens qui ont créé la hype artificiellement afin que d'autres personnes constatent d'éventuels bienfaits. Ce que je trouve absolument fou. Et le problème, c'est que toutes ces informations ne sont pas forcément accessibles au grand public, mais ils ont payé des gens qui se sont fait passer pour des gens lambda. Ça va encore plus loin, je trouve, dans la manipulation et dans le marketing. Donc la popularité de cette lotion, bien entendu, en Corée, elle a totalement dégringolé, mais apparemment, son succès chez les Européens, chez les Américains, est restée à peu près la même. Et c'est vrai que quand on voit la K-Beauty comme ça, on a l'air... Enfin, ça a l'air hyper intéressant, ça a l'air hyper ludique. On a ce marketing un petit peu de l'exotisme, de la nouveauté qui nous fait vraiment envie. On a des promesses à la fois miraculeuses grâce à la glass skin, etc. Donc c'est vrai qu'on a vraiment envie de se laisser tenter. Et moi, je me suis laissée tenter. J'ai voulu faire confiance
à une amie qui m'a dit: «Depuis que j'utilise des cosmétiques sud-coréens, ma peau va beaucoup mieux. Vas-y, j'ai un code de parrainage, Gabi, fais-toi plaisir». Elle m'a donc recommandé de nombreux produits sur un site qui s'appelle YesStyle que, je te décommande quand même un petit peu. Bien évidemment, quand j'ai fait cette commande, j'ai un petit peu mis mon cahier des charges biologique, écologique, naturel, un petit peu entre parenthèses pour voir si ça avait un réel impact positif sur ma peau et si ma peau, finalement allait, réapprécier, on va dire, le chimique. Parce que oui, la skincare coréenne n'est pas si naturelle qu'on peut le penser, mais ça, on va en parler dans l'analyse des inks. J'ai reçu mes produits au bout de 15 jours, 3 semaines, à savoir que j'avais commandé un nettoyant pour visage, des patchs pour les boutons, une crème hydratante spécialement pour l'acné, une crème pour les cernes, et ainsi qu'une bébé crème teintée et une crème solaire. Le plus drôle, c'est que je souhaitais passer commande quelques jours plus tard, justement parce que la teinte de la bébé crème n'était absolument pas adaptée, elle était juste beaucoup trop claire pour moi, et aussi prendre un fameux toner hydratant, parce que ça, il paraît que c'est juste incroyable. Cependant, j'ai fait une commande de 30 € que je n'ai jamais reçue. J'ai réclamé ma commande plusieurs fois au service client sans avoir de nouvelles. Donc, si jamais tu as envie que je t'analyse plus de produits sud-coréens, n'hésite pas à m'en faire part. Mais du coup, on va passer à l'analyse des compositions des produits que je vais acheter. Donc, concernant le nettoyant, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est censé être un nettoyant qui est légèrement acide et qui va restaurer l'équilibre hydrolipidique de la peau. Donc il est bien entendu composé d'eau, de disodium, coca, info, diacétate, c'est un tensioactif doux dérivé de l'huile de coco, donc ça c'est bon. Décylglucoside, tensioactif très doux, non ionique dérivé du glucose, donc ça c'est très bien. De la glycérine qui est un hydratant. Et là, on arrive directement en 5e position au sodium chloride, à savoir du sel. Donc là, sache que déjà, il y a quasiment plus rien dans la composition qui fait que ce nettoyant pourrait avoir une efficacité, quelque chose bon. Après, on va avoir un régulateur de pH avec l'acide citrique. Ensuite, en 7e position, on va retrouver pas moins de 3 formes d'acide hyaluronique. Donc ça, c'est plutôt bien, mais dans un nettoyant, moi, je me pose la question, en tout cas, de la pertinence, puisque c'est un nettoyant qui est rincé. Ensuite, on va retrouver en 8e position de la Centella asiatica. Donc c'est un extrait végétal qui est connu pour ses propriétés apaisantes. Ensuite, on va retrouver du propanédiol, butylène glycol et de l'exylène glycol qui sont des solvants humectants pour hydrater la peau. Puis en 10e position de l'EDTA qui est un agent chélateur qui est, qui s'accumule dans les stations d'épuration, donc ça en termes de naturalité, bof. En 11e position, on va retrouver pas moins d'une dizaine d'acides aminés et enzymes qui aident à nourrir et réparer la peau, mais là encore, je me pose la question de ce qui se passe quand on le rince. On va retrouver des extraits de pépins de raisin, un conservateur doux qui est l'éthylhexyglycérine, et en dernière position, un PEG qui n'est pas très naturel. Enfin bon, concernant les effets de ce nettoyant pour la peau, j'ai pas vu forcément de grande amélioration sur ma skincare. Globalement, parce que tout simplement, un nettoyant, ça reste moins de 2 minutes sur la peau. Il nettoie bien, il assèche pas trop la peau, il a l'air de effectivement respecter le film hydrolipidique. Cependant, je ne pense pas le racheter vu le prix qu'il coûte. Je trouve qu'il y a d'autres nettoyants qui sont tout aussi efficaces et on n'a pas besoin de les faire venir de l'autre bout du monde. Ensuite, concernant la crème miracle de 30 jours, enrichie en arbre à thé, BHA et PHA. Donc le premier ingrédient, c'est justement de la Centella asiatica, donc qui est réparatrice, anti-inflammatoire et cicatrisante. On va retrouver des solvants et des humectants, à savoir le dipropylène glycol, glycérine et de l'eau, justement tout ça. En 3e inky, on va retrouver justement de la niacinamide, donc de la vitamine B3, donc améliore la barrière cutanée, réduit l'inflammation et justement aide à la production, régule la production de sébum. Ensuite, on va retrouver des alcools gras avec le capric triglycéride. En 6e position, on va retrouver à 10 000 ppm justement de l'huile essentielle d'arbre à thé, enfin en tout cas un extrait d'arbre à thé. On va retrouver en 8e position un extrait de Nîmes, justement. C'est très très bien pour les propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Globalement, après, on va retrouver des extraits de curcuma, d'aloe vera, qui ont toutes plein de propriétés anti-inflammatoires, apaisantes, de l'algue rouge, du calendula, enfin bref, il y a beaucoup d'extraits naturels dans cette plante. Ensuite, en 18e position, de l'acide hyaluronique, de la lantoïne, bref, de l'acide salicylique à 100 ppm, de l'iduline, vraiment, voilà, du disodium EDTA et de l'éthylhexyglycérine comme conservateur. Concernant l'effet de cette crème sur ma peau, outre le fait qu'elle contienne pas moins de 40 ingrédients, quand bien même la majeure partie d'entre elles est naturelle, je trouve son effet sur la peau relativement, voilà, je sais pas quoi dire de plus, sans changement. C'est-à-dire que je trouve qu'à utiliser seule, elle est trop légère, faut forcément y ajouter un sérum hydratant
ou un toner hydratant pour compléter la routine, mais bon, comme je l'ai jamais reçu, c'est un peu dommage. J'ai pas vu de miracle en l'utilisant régulièrement, j'ai pas vu de grande amélioration non plus. Donc voilà, si tu l'as testé, dis-moi. Concernant la crème contour des yeux blanchissante qui serait formulée à partir d'un extrait de gui de fleurs, de roa, de béno et de cerise de terre. Enfin voilà, c'est même pas une blague, c'est ce qui est écrit sur le site. De la glycérine pour l'hydratation dans la peau, de la vitamine B3, ensuite on va avoir de l'huile de pépins de raisin, d'avocat, on va quand même retrouver un petit peu de silicone avec le diméthicone en 9e position, des copolymères qui sont pas très naturels, enfin bon, on va retrouver des choses un petit peu pas très naturelles, mais bon, à la limite c'est pas très grave, un extrait de gui, un extrait de racine de rhodiola, un extrait de rose de Damas, on va retrouver quand même des PEG, du panthénol, donc qui est la provitamine B5, un extrait de feuilles de busserole, qui est un astringent et un éclaircissant, un extrait de coqueret du Pérou, de la protéine de pois hydrolysée, de l'huile d'olive, du squalane, de la céramide 3, donc ça c'est bien pour la barrière cutanée, du beurre de karité, un extrait de ginseng, un extrait de thé vert, un extrait de ginkgo biloba, un extrait de racine de mûrier, de la dédosine. On va malheureusement retrouver justement du désodium EDTA, du gel d'aloe vera en 37e position et du parfum en 38e. Ouais, je suis un peu épuisée là. Là encore, la crème contour des yeux contient pas moins de 40 ingrédients, hein, ce qui est quand même assez conséquent. Cependant, je trouve que son efficacité au niveau des cernes, j'ai pas réellement vu d'amélioration, c'est-à-dire que actuellement, je vois plus d'amélioration avec une routine radiofréquence au niveau de la couleur et de la texture de mes cernes qu'avec cette crème qui contient pas moins de 40 ingrédients. D'ailleurs, si tu veux un sujet sur la radiofréquence, je serais ravie de te le faire. Cependant, je trouve que l'hydratation au niveau du contour des yeux est correcte, elle ne peluche pas, elle ne coûte pas très cher et je pourrais être éventuellement amenée à la racheter, même si voilà, pour être très honnête, je suis pas archi fan. Concernant la crème solaire de la fameuse marque Beauty of Joseon. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans la bio, on nous dit qu'elle est à la fois bio, et juste après, on nous dit qu'elle est chimique. Faudrait vraiment se mettre d'accord. Donc, en gros, Linky, c'est de l'eau, un émollient, du propanediol, et ensuite, on va retrouver du DHHD, qui est un filtre UV, on va dire nouvelle régénération, qui est un filtre UV chimique, mais voilà, qui n'est pas blanc, en fait, qui va juste absorber les UV dans la peau, il va pas les réfléchir. Ensuite, on va retrouver un silicone qui va justement liser la peau. Ensuite, on va retrouver de l'exil triazone. Pareil, je vous remets l'étude dans la barre d'infos justement sur l'effet sur les coraux avec les allégations coraux-friendly, etc. Je vous remets ça parce que c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on va retrouver en 7e position de la niacinamide, donc la vitamine B3. Là encore, en 8e position, un autre filtre UV à large spectre UVA, UVB. Puis on va retrouver des alcools gras, des silicones, encore un filtre UV en 11e position, de la glycérine, des glycols pour l'hydratation. Bref, là, on va être sur quelque chose de quand même beaucoup plus chimique, si je puis dire, avec des tensioactifs pour mélanger tout ça. Puis en 18e position, on va retrouver un extrait de riz, bon, des carbomères, acrylate cross-polymère, etc. Des choses, voilà, un peu moins naturelles, mais bon, voilà, il y a pire. De l'éthylhexyglycérine comme conservateur, de l'andénosine comme traitement anti-âge, de l'extrait de germe de riz, de l'extrait de thé vert. En 29e position, on va retrouver un lactobacillus rice ferment. En fait, on va retrouver plein de ferments qui sont assez bénéfiques sur la peau et qui aident aussi, entre autres, beaucoup à l'hydratation. On va retrouver un extrait de sucre de canne, un extrait d'asperge fermenté, un extrait d'algues, un extrait de noix de coco, un extrait de racine de ginseng et quelque chose issu de la fermentation du riz en 35e ingrédient. Voilà, je passe assez vite parce qu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients dans la crème. Concernant l'effet de la crème solaire sur ma peau, alors je peux pas te dire si l'indice UV annoncé est correct ou pas, j'ai clairement pas les tests en laboratoire pour tester. Écoute, je la mets le matin et je n'en réapplique pas. Alors en revanche, je trouve que l'effet sur la peau est extrêmement agréable et pour le coup c'est vraiment une crème solaire que j'aurais envie de racheter. En effet il n'y a pas d'effet blanc, elle hydrate vraiment bien la peau et elle donne ce côté un petit peu glass skin, justement la peau qui est légèrement luisante après, et tu peux en mettre en fait les quantités recommandées par l'OMS, c'est-à-dire 2 phalanges pour tout ton visage. Elle a pas d'effet gras, elle a pas d'effet lourd, elle a pas d'effet comédogène. C'est une crème solaire que j'utiliserais volontiers au quotidien quand l'indice UV est relativement faible. Cependant, si l'indice UV dépasse 4 ou 5 ou que j'ai une exposition prolongée, je me tournerai plutôt vers une crème solaire minérale, entre autres, à savoir la Patika, celle que je trouve la plus efficace, la moins grasse et la moins comédogène sur le marché. Concernant les patchs sur l'acné, alors globalement, la composition, elle est composée de 7 ingrédients, à savoir de cellulose, un élastomère thermoplastique, justement, du styrène isopropène, là. Ensuite, on a du polyisobutylène, qui est un polymère synthétique, justement, que tout ça, voilà, se lie, le petit plastique. Ensuite, on va retrouver de la résine dérivée du pétrole, utilisée comme adhésif pour améliorer le fait que ça se colle. On va retrouver du
film de polyuréthane, de la paraffine liquide. Donc là, tu vas me dire, ouais, Gaby, c'est super naturel. Ouais, c'est super naturel. Et le 7e ingrédient, qui est en fait l'ingrédient miracle, je suppose. Le problème de ce dernier ingrédient, c'est qu'il y a très peu d'informations sur Internet et que les seules informations que j'ai réussi à trouver ne sont pas hyper encourageantes pour s'appliquer un tel produit sur la peau. Voilà, donc si tu as plus d'informations sur le tétrakis méthane, tu es la bienvenue en commentaire. Donc maintenant, parlons de la bébé crème. Je n'en peux plus de ces Zinky. Donc j'ai fait une pause. Et on peut plus. Il y a trop Zinky. Il y a trop d'ingrédients. Non mais en fait, il y a 40 ingrédients par produit. Donc, en fait, c'est chiant de faire les 40. Je sais pas, je me suis endormie moi-même là. C'est de l'ASMR là. Allez, Zinky. Bis, PEG, 18, méthyl, éther, diméthylsilane. On est ému. Concernant la bébé crème avec le SPF, donc là on va passer très vite parce qu'il y a encore 40 ingrédients et je n'en peux plus de ce focus marketing. Donc c'est de l'eau du tétanium dioxyde, donc qui est un filtre UV minéral qui protège contre les UVA et les UVB. Le 3e ingrédient est un filtre UV chimique cette fois-ci, 4e ingrédient qui est un silicone, puis ensuite en 6e ingrédient qui est un filtre UV chimique, puis encore un 7e ingrédient silicone, et puis ensuite on va retrouver de la niacinamide, du mica, en 11e position du zinc oxyde, du sel, on va retrouver après pas mal d'extraits naturels avec un extrait de Centella, des composés dérivés du Centella asiatica, avec du kaolin qui n'est autre que de l'argile, de l'aluminium hydroxyde qui est un protecteur cutané et qui va aussi aider à repousser les UV, du panthénol, de la lantoïne, de l'adénosine. L'adénosine, il y en a absolument partout dans les cosmétiques coréens. Donc là encore, on est pas loin d'une trentaine d'ingrédients. Donc d'ailleurs, si tu veux savoir son efficacité sur la peau par rapport à une CC crème, bébé crème d'origine bio, je te laisse ce petit contenu que j'avais fait il y a quelques mois dessus. N'hésite pas à me dire justement quel côté tu préfères, parce que moi justement j'ai une préférence pour la crème solaire bio parce que je la trouve en fait je trouve que les teintes coréennes c'est très clair et donc forcément moi j'ai une teinte qui est absolument livide et qui est pas du tout adaptée à mon sous-ton. Conclusion, déjà il y a un dénominateur commun à toutes ces listingies, c'est qu'il y a énormément d'ingrédients et que le seul conservateur de ces listingies c'est uniquement de l'éthylhexyglycérine. En fait on va pas retrouver de phénoxyéthanol, on va pas retrouver de parabènes, etc. C'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas trop de conservateurs slash perturbateurs endocriniens. On va être vraiment sur de l'éthylhexyglycérine ou alors du sodium benzoate, ce qui est quand même assez intéressant, je trouve. Mais il y a un énorme problème qui se pose, et ça on l'a un petit peu abordé, comme tu as pu le voir, c'est le risque croissant d'allergie avec l'effet cocktail. C'est simple, parce que quand j'ai commencé à utiliser ma skincare coréenne, en fait, j'ai eu tendance à avoir énormément de rougeur qui, moi, d'habitude, a une peau de crocodile et surtout d'énormes plaques d'eczéma au niveau des yeux, des yeux qui gonflent, etc. En effet, chaque produit contient au minimum une trentaine d'ingrédients qui sont tous respectivement assez différents des uns des autres et que quand tu utilises 5 à 8 produits forcément pour ta routine skincare, eh bien tout simplement, il y a des produits qui ne sont sûrement pas compatibles entre eux et il est fort probable qu'il y ait une accumulation de substances qui peuvent être éventuellement allergisantes puisque t'as pas moins de quasiment 180 ingrédients qui sont différents sur ta peau. Voilà, si tu utilises 6 produits avec une quarantaine d'ingrédients. Donc ça peut interagir, les produits peuvent interagir entre eux, mais ça peut augmenter le risque croissant d'allergie. D'ailleurs, si tu as testé la routine coréenne et que tu as eu une allergie, n'hésite pas à glisser en commentaire parce que moi, oui, je ne peux pas utiliser une routine 100% coréenne sans me taper des plaques d'eczéma sur les yeux. Pareil pour les inflammations, elles avaient énormément de mal à se résorber. Bref, du coup, j'ai dû réadapter entièrement toute la routine, c'est-à-dire que je n'utilise pas que des skincare coréens, j'utilise globalement de temps en temps le gel nettoyant, mais comme il n'a pas vocation à rester sur ma peau, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Et donc globalement, la crème que j'utilise le plus souvent, c'est la crème solaire, parce que je trouve qu'elle est effectivement ultra agréable en termes de sensorialité. Et effectivement, depuis que j'ai arrêté tous les autres skincare coréens, et je peux appliquer ma crème solaire sans avoir les yeux qui rougissent et qui gonflent. En tout cas, je sais pas si tu as expérimenté les mêmes choses que moi, mais moi c'est vrai que la traîne autour de la skincare coréenne, je suis moyennement fan puisque effectivement on va quand même retrouver pas mal de chimie, même si la sensorialité est quand même extrêmement au rendez-vous et que je comprends totalement que pour les peaux mélaninées, c'est des skincare qui sont en tout cas pour la partie crème solaire extrêmement intéressantes à avoir. Après, est-ce que ça m'a donné une glass skin? Non, pas du tout. Au contraire, j'avais une peau qui était beaucoup moins belle qu'à l'accoutumée et justement, je trouvais que avec un simple gel de lin, de la vitamine C en poudre, je m'en sortais beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses des skincare coréens. Si tu veux que je teste une autre routine skincare coréenne, n'hésite pas à me faire une petite prescription dans les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.